de chacun de bâtir des solutions régionales et internationales face aux défis. C'est tout le sens de la relation que nous voulons avec l'Afrique. Un nouveau partenariat, et c'est ce que depuis 2 ans nous œuvrons à faire. La France a beaucoup fait ces dernières années pour le continent africain. Elle a beaucoup fait ces dernières décennies, mais tout particulièrement au Sahel où les armées françaises ont combattu avec succès le terrorisme, côte à côte avec leurs partenaires régionaux et internationaux. Toutefois, les coups d'État militaires dans la région nous ont conduits à en tirer les conclusions légitimes. Mais l'Europe et l'Afrique ont devant elles un destin commun qui exige un partenariat large. Partenariat de paix et de sécurité qui suppose d'en renouveler les termes, plus de formation, plus d'équipement, plus de respect réciproque. Partenariat également reposant sur l'économie, l'énergie, le sport, la culture, la mémoire. C'est ce qu'avec le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, l'Algérie, le Maroc et beaucoup d'autres pays, nous avons patiemment construit ces dernières années et que nous continuerons de mettre en œuvre. C'est la même philosophie qui, depuis 6 ans maintenant, nous conduit à bâtir un partenariat inédit avec l'Indo-Pacifique, où la France a pour ambition de contribuer au respect du droit international, sans lequel il ne saurait y avoir de prospérité. Dans cette région qui a connu un essor exceptionnel au cours des dernières décennies, certains ont la tentation de s'affranchir des règles, voire d'imposer leur volonté par la force. La France propose une alternative, non pas pour se substituer à quiconque, mais pour redonner aux États de la région la possibilité de choisir leurs partenaires, projet par projet. Les territoires français de l'Indo-Pacifique disposent d'une expertise unique dans la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, le développement des énergies propres ou la lutte contre les menaces transnationales. Et notre vocation à cet égard dans la région est de coopérer davantage avec tous dans leur environnement. Vous l'avez compris, cette logique partenariale, c'est celle qui vise à bâtir de nouveaux équilibres, à refuser la fragmentation du monde ou les grammaires anciennes, mais à chercher, dans un respect réciproque, à bâtir les chemins de stabilité et de paix. Au-delà de cela, le défi qui est le nôtre, percuté par, évidemment, les conflits que j'évoquais à l'instant, serait de perdre le fil de notre agenda multilatéral, de perdre l'efficacité à laquelle nous sommes attachés. Et après avoir vécu la pandémie qui nous avait rappelé avec tant de force l'importance de certains de ces défis communs, d'oublier qu'il nous faut poursuivre ce fil. Je crois profondément que le multilatéralisme efficace n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui et doit conduire à des résultats en matière de développement et de lutte contre les inégalités, d'éducation, de santé, de climat et de biodiversité et de technologie. Sur chacun de ces piliers, nous avons besoin d'unité. Et nous avons besoin, là aussi, de tout faire pour éviter la fracture entre le Nord et le Sud. Et c'est exactement la philosophie que nous avons développée dans le pacte de Paris pour les peuples et la planète que plus de 60 États ont désormais rejoint. D'abord, s'assurer que jamais nous ne poussons un État à choisir entre ses objectifs. Pourquoi des États du Nord iraient donner la leçon à des États du Sud en leur expliquant qu'ils devraient respecter le climat et donc renoncer à des opportunités économiques? Ils devraient faire ce que certains d'entre eux au Nord n'ont pas fait il y a 20, 30 ou 40 ans. C'est irrecevable et inaudible. Il nous faut donc bâtir un agenda qui permette tout en même temps d'avancer dans la lutte contre les inégalités et le développement économique, pour l'éducation, le climat et la biodiversité et la santé mondiale. Ensuite, les solutions doivent se faire et être basées par des propositions des États eux-mêmes. C'est ce que nous avons, par exemple, commencé à bâtir avec nos partenariats pour les transitions énergétiques justes. Ne pas avoir une seule solution pour tous ou des leçons données depuis nos capitales où, en quelque sorte, on vient inspecter des pays en leur demandant de tous suivre la même recette. Il y a un chemin singulier pour chaque pays. C'est la clé de la souveraineté. Et ensuite, il faut un choc financier, public et un effet de levier privé supplémentaire. C'est ce qui nous a ainsi permis, il y a 3 ans, de soutenir, d'œuvrer
à l'augmentation des droits de tirage spéciaux du FMI et d'obtenir la réallocation effective de près de 100 milliards de droits de tirage spéciaux au profit des pays qui en ont le plus besoin, tout particulièrement en Afrique. Révolution silencieuse mais indispensable. C'est pourquoi aussi, fort de ce pacte, et nous étions avec plusieurs des membres à l'instant, sous l'autorité efficace du président Macky Sall et avec le concours des Nations Unies, de l'OCDE et des organisations concernées, nous voulons poursuivre ce cycle de réformes et mener une réforme profonde des banques multilatérales, de nos institutions financières. Nous avons lancé cet objectif de finance en commun, réunissant les banques de développement de toute la planète, y compris de ceux dont les agendas ne sont pas alignés. Il nous faut œuvrer sur cet agenda de finance en commun pour pouvoir tenir les objectifs que j'évoquais. Et il nous faut ensemble, je l'espère dès les mois qui viennent, réformer en profondeur la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, d'abord pour en renouveler les membres, ces institutions ayant été conçues à une époque où tant d'entre vous ici n'étiez pas indépendants. Il faut en renouveler la structure du capital pour lui donner plus de force. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont été conçus, pensés, calibrés à une époque où les défis n'étaient pas les mêmes, où l'économie mondiale n'avait pas cette taille, où la démographie n'avait rien à voir. Il nous faut lever les tabous absurdes, des blocages posés parfois par les plus grands qui empêchent les autres de remettre de l'argent de peur d'être dilués. Il nous faut donner les capacités d'agir à ces institutions pour financer les projets dont les pays du Sud ont besoin. Et cette réforme est impérieuse pour notre crédibilité collective. Et je le dis aux États les plus riches et à ceux qui, aux côtés de la France, sont autour de la table. Décidez de ne pas le faire. Et vous verrez dans les années qui viennent émerger un ordre alternatif. Et il viendra d'autres qui n'ont pas votre agenda. Décidez de ne pas le faire. Et vous serez voués aux gémonies, accusés de cynisme, et peut-être pas à tort. Cette réforme du multilatéralisme financier est indispensable pour relever ces défis. Il nous faut aussi poursuivre notre agenda en matière de climat, de biodiversité. Les COP à venir sont des rendez-vous importants et la France y jouera tout son rôle, en particulier en organisant avec le Costa Rica pour les Nations Unies. C'est une réunion importante pour les océans. Nice, en effet, en juin 2025, accueillera la conférence des Nations Unies sur l'océan. Et nous poursuivrons, ce faisant, notre travail. Et j'espère que nombre d'entre vous pourront ratifier à cet égard les acquis des derniers mois, en particulier le traité sur la protection de la haute mer, indispensable. Et nous continuons à avancer aussi sur la question de l'eau, si indispensable, avec le nouveau sommet One Planet sur l'eau, aux côtés du Kazakhstan et de l'Arabie saoudite. Je ne grainerai pas ici tous les sujets nécessaires, indispensables, mais je veux aussi rappeler combien l'intelligence artificielle suppose que dans notre enceinte, tous les États ici présents se coordonnent. Nous avons besoin de favoriser l'innovation. Nous avons besoin de nous assurer que l'innovation de l'intelligence artificielle sera accessible à tous les pays et les peuples de la planète et qu'elle ne vienne pas nourrir de nouvelles fractures et de nouvelles inégalités. Mais nous avons besoin que tout ceci se développe dans un cadre éthique, démocratique, pensé par les peuples de la planète et concerté. Et nous ne pouvons pas laisser quelques-uns, a fortiori des acteurs privés qui sont aujourd'hui à la pointe de ces innovations, penser pour nous et pour nos peuples l'avenir de celles-ci. C'est pourquoi la France organisera en février 2025 le prochain sommet d'action pour l'intelligence artificielle, mais vous l'avez compris, l'objectif est de construire ce cadre commun et je me félicite des travaux qui ont été conduits et coordonnés par le secrétaire général et du pacte numérique mondial bâti avec les meilleurs experts qui porte totalement cette philosophie dans laquelle nous nous inscrivons. Pour finir mon propos, mesdames et messieurs, et ayant conscience que j'ai oublié là tant de situations difficiles, du Venezuela au cœur de l'Afrique, en passant par tant de tensions océaniennes, je voudrais conclure en parlant de nos institutions. J'entends beaucoup de voix s'élever pour dire qu'au fond, les Nations Unies seraient à mettre à la poubelle. Ça ne sert plus à rien, vous voyez bien, on n'arrive pas à régler les conflits. Ayons en la matière une impatience constructive
Ayons de l'impatience, je l'ai avec vous, on ne peut pas se satisfaire de ne pas savoir régler les choses. Mais soyons clairs, les responsables sont là. Tant que nous aurons un Conseil de sécurité qui est bloqué, je dirais de manière réciproque selon les intérêts par les uns et les autres, on aura du mal à avancer. Est-ce qu'il y a un meilleur système? Je ne le crois pas. Et donc rendons simplement ces Nations Unies plus efficaces, d'abord en les rendant peut-être plus représentatifs. C'est pourquoi la France, et je le redis ici, est favorable à ce que le Conseil de sécurité soit élargi. L'Allemagne, le Japon, l'Inde, le Brésil devraient en être des membres permanents, de même que 2 pays que l'Afrique désignerait pour la représenter. De nouveaux membres élus devraient aussi être admis en son sein. Mais la réforme de la composition du Conseil de sécurité ne suffirait pas à elle seule à lui rendre son efficacité. Et je souhaite donc que cette réforme permette aussi de changer les méthodes de travail, de limiter le droit de veto en cas de crime de masse et de se concentrer sur les décisions opérationnelles que nécessite le maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est cela que nous devons avoir le courage et l'audace de faire et qu'avec les membres permanents actuels, nous devons porter. Près de 25 ans après le sommet du millénaire, le moment est venu de retrouver de l'efficacité pour mieux agir sur le terrain, auprès des États comme de la société civile. Et au-delà des Nations Unies, nous devons ouvrir une nouvelle ère dans chacune de nos institutions multilatérales, comme je viens de l'évoquer. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais avoir ici devant vous aujourd'hui. Dans un moment grave de notre ordre international, là où tant de conflits semblent ne pas se résoudre, je veux dire que la France continuera d'essayer de porter cette voix exigeante, fidèle à ses valeurs, qui refuse les simplifications du moment et qui continuera de se battre pour les principes simples qui nous ont toujours portés. La dignité humaine, le respect des principes de la Charte, et qui, au-delà de conflits et de l'actualité, a vocation à continuer à bâtir avec vous un ordre international plus juste et plus efficace. Telle sera notre voie, toujours singulière, aux côtés de nos amis, nos alliés, mais libre aussi, parfois de dire non, quelquefois de refuser le cynisme du moment ou les évidences qui n'en sont pas. Je vous remercie pour votre attention.